Les hôtels vend la mer, les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu.
Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, 16h44 avec un petit peu d'avance. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est lundi, ça y est, on est lundi, nouvelle semaine, nouveau plaisir, nouvelle rigolade évidemment les copains. Et on est ensemble dans le Juste Bistrot pour cette nouvelle semaine de Grand Chelem. On se voit tous les soirs, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de faux espoirs. Voilà. Tous les soirs, on sera là, les copains. 16h45, le Juste Bistrot, pour décortiquer l'actualité comme nulle part ailleurs. Je crois qu'on peut le dire. On peut le dire maintenant. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi un petit peu, comme d'hab, vous connaissez la petite habitude du lundi. Dites-moi ce que vous avez fait de sympa ce week-end. Un truc qui vous a rendu heureux. Voilà, ça fait plaisir. S'il y a des bonnes nouvelles, des choses sympatoches, allez-y, les amis. Dans le chat, on y va plein badin, évidemment. Les copains, merci à Antoine Job pour le sub 30e mois. Merci beaucoup les amis. Cuire le cul également, le sub 13e mois, ça régale. Tout le monde est là. Il y a Fred Monin, il y a la Fleur au bec qui est là, il y a Bayard 92, il y a FLNA, il y a Papy Zilla, il y a tout le monde. Voilà, tous les copains descendus de la vallée de Dana, avec d'ailleurs Hakim, le fils du forgeron. Voilà. Après, j'ai pas les paroles, je suis pas très au point là-dessus. On a Stratus 13 qui dit salut à tous. Moi, vacances, donc gaming à fond. Ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Le gaming, faut voir avec le référent. Attention, tu peux te faire engueuler. C'est le TF4 le rendez-vous, évidemment. Antoine Job, arrivé à faire la recette de poisson de la grand-mère. Ça fait plaisir. À base de quel poisson ? Dis-nous tout, on commence tout de suite sur les chapeaux de roue avec de la nourriture évidemment. Salut à Synchronique qui déboule, Vivi Lulu68 qui dit bonsoir avec une petite crêpe, ça fait plaisir. Alors on préfère les galettes, évidemment fromage andouille mais on peut parler, crêpes sans aucun problème. Cuire le cul qui dit exposition du Japon à Genève, bon truc à manger. Ah c'était où ça ? Tiens, j'ai pas vu, c'était où à Genève ? Est-ce que c'était au truc, le grand bordel là au-dessus de l'autoroute là ? Merde, attends, j'ai un petit peu zoomé là. Voilà, taille, tu l'aurais est quasiment impeccable. J'ai pas vu qu'il y avait ça à Genève. Marie Ronceret qui dit ça parle déjà nourriture. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai commencé. Alors, Lux Talua 88, salut. Hello depuis mon petit bureau en télétravail ce week-end. Confection d'un cake pomme cannelle. Ça c'est pas mal. Ça c'est bon aussi. Je suis pas trop sucré mais ça peut être pas mal. Antoine Job, la recette de la grand-mère c'est donc cabillaud, crevettes, sauce tomate, paprika. Ah, ça doit être bon. C'est vrai que ça commence à donner fin cette histoire. Borderlands 4 tout le week-end pour Coconut XX. Un commentaire peut-être. Notre référent jeu vidéo Borderlands, c'est bien, c'est nul. Moi j'adore Qu'est-ce que la l'on pense ? licence. Mais vas-y, viens, assis-toi. Ouais, salut. Ici, fais le timide là. Salut tout le monde. Non, moi j'adore la licence. C'est incroyable, je sais pas si tu connais, exceptionnel. Mais je sais pas ce que vaut le 4, je l'ai pas encore acheté, je l'ai pas fait. Et les critiques sont dithyrambiques. Non, elles sont pas bonnes, mais après faut se faire son propre avis. Et je pense que pour la nostalgie, ça fait plaisir. Mais je sais pas si c'est un réel bon jeu, quoi. Voilà. C'est cool. J'ai pas d'avis finalement bien précis parce que je l'ai pas fait, donc après je me base que sur ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, quoi. Mais visiblement il y avait pas mal de bugs. Okay. D'ailleurs le PDG du studio a chié sur la communauté, on en a parlé jeudi dernier. En gros il a dit c'est de votre faute, vos PC sont des grille-pains. En gros achète quoi du matos qui vaut un jeu nouvelle génération. Nickel. Donc la communauté a répondu tout traipe un peu de notre gueule, c'est pas plutôt tes développeurs qui codent avec le fion. Ouais. Et il a répondu bah faites-le et puis on verra. Ah oui d'accord. Voilà. Voilà Borderlands 4. C'est un flash. Ouais. Je sais pas. Je pense succès commercial parce que tous les influenceurs ont eu l'Euro PSP, tu vois. Ouais. Donc ça va vendre et c'est la licence, enfin c'est une grosse licence. Mais je pense qu'au fond de tout ça, pas le jeu de l'année, quoi. T'as l'air mitigeux. Un homme mitigeux. Mais il faut que je le fasse quand même pour avoir un avis plus poussé que ça. Mais dans l'idée, je partirai là-dessus à première vue, quoi. Voilà. Mais si vous voulez faire la première trilogie avant le pré-sequel et tout, elle est super. Elle est tip top en coop avec un copain ou les enfants. Si vous avez des enfants, c'est exceptionnel. C'est un peu grossier. Si les enfants, peut-être un peu en bas âge, pas trop. Mais c'est plus super. Plus de 23 ans, c'est bon. Voilà, allez, le jeu de l'année, ça doit être Expédition 33. Je suis d'accord avec Babcom, moi, mais bon. C'est fort. Allez, je vous laisse, là, les jeunes politiciens. Il a pris l'antenne. Je suis désolé. Il a pris la lumière, quoi. C'est ça. Là. On reconnaît les plus grands, les Danny Boone, comme ça, les Anne Romanoff. C'est incroyable ce qu'il fait.
Gijo BZH qui nous dit salut, week-end aux États-Unis avec des potes, soleil, concert et bière. Est-ce qu'on n'est pas sur de la haute bourgeoisie là? Week-end aux États-Unis, personne fait ça. Enfin, à moins que tu habites au Canada. Si je dis pas de conneries, Tommy. Attends. Ah si, c'est pas impossible. Gijo, non, BZH, c'est la Bretagne. T'es vraiment parti en week-end aux États-Unis? Il faut nous dire ça tout de suite. Bayard92, merci pour le sub 23e mois qui nous dit une bonne bouffe avec des copains, magret de canard cuit à la poêle avec sauce, miel et vinaigre balsamique. Ouais, on va arrêter de parler de nourriture parce que là, ça m'énerve un petit peu. Ça a l'air trop bon. Hervéro qui dit conférence de Salim Laibi dimanche à Lyon, énorme. À quand un duo avec Rémi? J'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais bien le rencontrer un jour, Salim Laibi, absolument. Ben Girod, salut la famille juste mieux, moi anniversaire en famille dimanche avec une bonne tartiflette qui fait plaisir et le reste a bien été pris par l'activité sportive des gosses. Et ben voilà, ça fait plaisir, voilà, des bons petits week-ends. Et Gijo BZH qui effectivement vit au Québec, ce qui aide quand même à passer des week-ends aux États-Unis. Sinon je me suis dit on est sur la fille Sarkozy, il y avait du pognon. Et non, t'habites au Québec, ça simplifie les choses, ce qui ne t'empêche pas d'avoir du pognon évidemment, mais cela ne nous regarde pas, évidemment. Les amis, alors, on a encore une belle semaine qui nous attend. Beaucoup d'actualités, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de surprises aujourd'hui. Alors ça, vous allez voir, des surprises, il y en a comme vache qui pisse, parce que Raphaël Glucksmann a dit quelque chose qui me semble intelligent. Donc déjà, le contexte est posé. Voilà, la lumière c'était à ce moment-là, donc c'est dire que c'est surprenant. Raphaël Glucksmann a dit quelque chose d'intéressant, on y revient dans quelques minutes. On va parler des drones, vous avez vu, hein. Là ça y est, c'est les drones en ce moment. C'est les drones, tout ce qui vole, faut se méfier, c'est l'OTAN. L'OTAN qui nous dit tout ce qui vole, faut se méfier. Donc la justice se méfie de Sarkozy. Et donc ouais, non, ça c'est les drones, on va en parler. Cyril Hanouna qui nous a fait une petite confession sur Jack Lang, voilà, dans les séquences un peu pêle-mêle. Et bien sûr, le gros sujet du jour, c'est cette question d'identité numérique, on va en parler parce que ça a fait parler du côté de la Grande-Bretagne la semaine dernière et la Suisse a voté pour ça hier. Donc on va réunir un petit peu tous les dossiers. Vous allez voir, je vous ai préparé un truc, une petite nouveauté. C'est sympa. Je pense que ça peut être sympa. Il y a un côté Dijon. Il y a un côté Dijon de l'actualité, vous allez voir. Je vous explique ça tout à l'heure. C'est un bon repas après le Dijon. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Je vois que ma déclaration surprend. Sur Raphaël Glucksmann qui nous a dit quelque chose d'intelligent. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et on va commencer par ça. Parce que je ne peux pas laisser du suspense plus longtemps. C'était dans La Tribune dimanche. Donc ce journal qui sort tous les dimanches. Évidemment, pas de piège, avec cette une, avec Arthur Jacquet-Sebag, le présentateur, qui nous dit « Nous les Juifs ». Voilà, dans un livre coup de poing, l'animateur raconte son 7 octobre. Vous avez vu, il a froncé les sourcils, Arthur. Il a froncé les sourcils parce qu'il est sérieux. Voilà, ça y est, c'est plus le présentateur rigolo. Là, il fronce les sourcils, ça n'a plus rien à voir. Mais malheureusement, on s'en fout complètement. C'est pas cet article que je voulais commenter, évidemment. On part sur la page numéro 3 avec Raphaël Glucksmann. Si on en reste là, ça sera l'échec. Titre l'article. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte de l'interview de Raphaël Glucksmann, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on en reparlera dans la farce tranquille, évidemment, mercredi, mais vous l'avez vu ces derniers jours, pour parler un petit peu de politique intérieure, faire le point là-dessus, sur les sujets pêle-mêle. La gauche en France, qui est en train de nous refaire un braquage de banque, hein, on peut se le dire dès maintenant. Vous avez vu que les partis de gauche se sont réunis dans le sud de la France auprès de Carole Delga. Alors, les partis de gauche, sauf la France Insoumise. Donc, on avait Tondelier, on avait les écolos, on avait le PS, on avait Place Publique, qui est l'espèce d'association de pétanque de Raphaël Glucksmann. Ils se sont tous réunis à Bram, si je ne dis pas de conneries, dans le secteur de Toulouse. Et donc ils sont en train de faire front commun, hein, voilà, ça vous rappellera sûrement quelque chose. Alors populaire, on verra avec le résultat dans les élections, mais en tout cas, ils font front commun, sans surprise, ils sont en train d'écarter la France Insoumise, évidemment. Ils sont en train de les dégager parce que la France Insoumise, c'est des néo-nazis, les pro-Hamas, c'est tout ce qu'il y a de pire en fait. Les moustiques l'été, c'est la France Insoumise. On savait pas, mais c'est eux, c'est tout eux en fait.
Et donc, ils excluent gentiment la France Insoumise comme prévu, mais avec une petite idée en tête. Une petite idée en tête parce que je vous divulgage un peu ce que je comptais vous dire dans la farce tranquille mercredi, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Et comme tout peut se passer très vite avec la future nomination du gouvernement, tout ça, autant y aller. D'ailleurs oui, en plus c'est dans la tribune dimanche, donc c'est parfait. Donc le contexte, je vous l'explique, c'est celui-là. La gauche qui va nous refaire le coup du nouveau Front Populaire sans la France Insoumise, donc ça on pouvait évidemment s'y attendre, histoire d'être toujours un peu plus le flotteur gauche de la Macronie. On éloigne ce qui pourrait avoir le goût de la dissidence face à Jupiter, donc excite la France Insoumise comme on dit. Sauf que le Parti Socialiste a des idées en tête. Vous avez vu que avant la nomination de Le Cornu, le Parti Socialiste s'était positionné comme principale force d'opposition. Alors, on ne sait pas à quelle heure. Voilà, là, le Parti Socialiste, 1,75% aux dernières présidentielles. Rappelons-le. Hein, il y a moins de matière grasse dans le score du Parti Socialiste que dans une noix de macadamia. Il faut quand même le rappeler. Donc, par on ne sait quel tour de passe-passe, assurément de propagande médiatique, on nous a posé le PS comme la composition politique en bonne position pour faire nommer un Premier ministre d'opposition ou je ne sais quoi. Le Parti Socialiste s'est pris un petit peu au jeu. Beaucoup d'entre eux sont intervenus dans les médias pour dire « Ouais, vous avez vu, on pèse, on représente quelque chose, on machin, on bidule ». Et là, curieusement, vous avez un Parti Socialiste qui est, deuxième étape, redevenu très silencieux après la nomination de Le Cornu. Il commençait à vouloir faire des tractations. Vous avez suivi ça par rapport à cette histoire de taxe Zuckman. Ils sont montés au créneau en disant il faut faire la taxe Zuckman, taxer les riches, taxer les riches. C'est vrai que le gouvernement aurait dû dire mais oui, mais si on taxe les riches, on va vous taxer les socialistes. Et oui, parce que la nature est bien faite. Et donc bon, il n'y a pas eu de taxe Zuckman, évidemment. Le Cornu dans Le Parisien de ce dimanche 28 septembre 2025 a expliqué qu'il comptait repartir d'une feuille blanche et que il n'y aurait pas de tractation avec le PS et que, oh surprise, les macronistes allaient continuer à faire du macronisme. Quelle surprise incroyable. Et là, le PS s'est, comme dirait Brigitte, senti pousser des couilles. Le PS est remonté au créneau parce que maintenant, ça y est, ils en sont sûrs. Finalement, ils veulent faire une motion de censure. Alors, je vous résume tout ça, les amis, pour vous donner ensuite la clé de cette histoire. C'est que, je résume rapidement, on est passé d'un PS opposé à un PS prêt à s'entendre avec le gouvernement et maintenant un PS qui revient dans l'opposition. Donc c'est-à-dire que c'est la danse du ventre, hein. Le Parti Socialiste est une sorte de Shakira du Bon Coin, sauf que on a appris un petit peu pourquoi dans la tribune dimanche toujours, on a appris peut-être l'origine de cette danse du ventre du côté du PS qui un coup dit oui, un coup dit non, mais maintenant ils disent oui pour de bon, et avec une raison qu'il faut que je vous retrouve, parce que sinon on a l'air con. Où est-ce que j'ai noté ça? Bougez pas, je reprends mes notes, parce que je l'ai noté, mais tout va si vite, hein. La tribune dimanche, tac, donc, je crois que c'est cet article-là. Non, c'est un peu plus bas, ça doit être un peu plus bas. Ça doit être par là. Voilà, c'est ça. Les bons calculs du PS. Donc, vous allez comprendre la clé de cette énigme. Pourquoi le PS est passé de méchant à gentil, puis reméchant. Je vous lis ce qu'on apprend dans la tribune dimanche. Et si les socialistes avaient intérêt à une nouvelle dissolution? C'est la théorie avancée dans l'entourage du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, où l'on a fait des calculs s'appuyant sur les derniers sondages en cas d'élection législative anticipée. D'après leurs prévisions, le PS récolterait 18% des voix sans la France Insoumise, qui recueillerait, elle, 9% des voix. Ainsi, si les socialistes se lançaient avec les écologistes, Place Publique et les communistes, ils obtiendraient à eux tous 153 sièges à l'Assemblée nationale, dont 80 pour les socialistes contre 66 aujourd'hui pour le groupe présidé par Boris Vallaud. La France Insoumise n'en aurait que 30 contre 71 actuellement. Aujourd'hui, un accord avec les Insoumis est impossible, tranche un proche d'Olivier Faure. Donc, pour vous résumer l'histoire, mais je pense que l'entourloupe, vous l'avez bien comprise, le Parti Socialiste est en train de mettre à mort la France Insoumise sur le plan électoral, c'est-à-dire que ce Parti Socialiste qui nous a dit « on est prêt à faire des concessions », on propose un Premier ministre, tout ça, en fait, redevient
supposément l'ennemi de la Macronie, simplement pour aller vers des législatives anticipées et pousser le nouveau Front populaire sans la France insoumise, ce qui risquerait fort, on va rester prudent quand même, ce qui risquerait fort d'être l'ultime couteau dans le dos à la France insoumise qui verrait son nombre de députés divisé par 2. Donc ça, on l'avait déjà évoqué lors de la dissolution de Macron l'année dernière. On l'avait évoqué que ce nouveau Front populaire est le flotteur gauche, pour reprendre l'expression de Pierre-Yves Rougeron, le flotteur gauche de la Macronie, et qu'ils allaient tôt ou tard essayer de dégager la France insoumise, qui les a bien servis pour prendre de l'argent et des postes l'année dernière, mais aujourd'hui la France insoumise, avec le durcissement de la ligne pro-palestinienne, est devenu trop dangereux pour ce nouveau front de gauche qui n'a de gauche que le nom. Et donc il faut dégager la France insoumise et si possible les priver de toute perfusion financière, d'où cet énième revirement de situation du Parti socialiste qui désormais se sent prêt à aller à la motion de censure, à aller au clash pour faire tomber le gouvernement Lecornu avant même la déclaration de politique générale, simplement dans le but de provoquer des élections législatives qui auraient 2 avantages pour eux, pour le Parti socialiste et plus largement le nouveau front de gauche: tuer la France insoumise, en tout cas réduire drastiquement leur poids politique, et augmenter le leur, surtout pour les socialistes qui se retrouveraient avec bien plus de députés qu'aujourd'hui. Donc je pense que si on va vers cette piste-là, ce qui semble fort probable, parce que le bruit de motion de censure augmente ces derniers temps, si on va vers ça, on risque fort de voir l'éclatement de la France insoumise et la constitution de ce groupe de rebelles, on va dire, qui existe dans l'ombre depuis la dissolution de l'année dernière. Rappelez-vous, les Corbière, Garrido, Ruffin, qui s'étaient fait dégager, alors Ruffin encore avant, mais Corbière, Garrido, Autain et compagnie, qui s'étaient fait dégager comme des malpropres parce qu'ils avaient eu le malheur de ne plus plaire aux Palpatines insoumis, j'ai nommé Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'est pas impossible qu'on assiste à l'éclatement de la France insoumise en vue de 2027, histoire de mettre Mélenchon pour de bon à la retraite. Donc qu'on soit bien d'accord, c'est pas une prédiction, j'en sais absolument rien. Je vous dis juste que voilà ce que ça pourrait donner si on va au bout de cette hypothèse, qui n'est à ce stade qu'une hypothèse, évidemment. Mais je trouve que cette nouvelle danse du ventre du Parti socialiste a la capacité de nous orienter, parce que le Parti socialiste, on peut leur reprocher plein de choses, mais ils ont quand même du flair lorsqu'il s'agit de faire des coups bas. Donc ça, on peut leur faire confiance. Cuba Libre, comme on pourrait les appeler d'ailleurs, le Parti socialiste. Donc voilà un peu, dites-moi ce que vous en pensez les amis, si vous y croyez à cette motion de censure et accessoirement à ce qui pourrait se passer pour la France insoumise. Dites-moi un petit peu dans le chat, les copains, ce que vous en pensez, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok également, allez-y, les cœurs, les roses, tout ce qu'il faut. T'as vu, je joue la carte influenceur, je joue la carte Magali Berda. Si tout va bien, je finis sur Sud Radio à ce rythme-là, parce qu'elle a une émission de politique. Oui, j'aimerais que ce soit qu'une blague. Donc à voir. Philanthrope qui nous dit: les mecs sont en plein rêve, le réveil va être brutal pour eux. La fleur au bec, Merluchon était du coup PS, le roi du retournement de veste, c'est pas faux non plus, sénateur PS, on le rappelle. Lille Alice 21, désolé je suis en retard, mais il n'y a pas de problème, si toi sors ton cahier à spirale grand carreau. Babcom 5, pour la motion de censure j'y crois, après c'est la position du RN qu'il faut regarder. Bayard 92 qui dit: Rémi, un vote. On peut faire un petit sondage évidemment, avec plaisir. La démocratie avant tout. Alors attends, parce qu'il y avait 2 questions dans mon histoire. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La question qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si vous y croyez, c'est bientôt l'éclatement de LFI. C'est ça qui m'intéresse, savoir ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de vous dire. Oui, non, j'aime la pâte à tartiner. Voilà, pour ceux qui veulent pas se mouiller. Quoique non, parce que je vous connais, vous êtes taquin, vous allez voter pour la pâte à tartiner. Donc c'est oui ou non. On fait un vote intelligent. Aujourd'hui, ça nous changera. Bientôt l'éclatement de LFI, oui ou non, sondage dans le chat, les amis, sur Twitch. Allez-y, votez, donnez votre avis. C'est intéressant de savoir ce que vous en pensez sur cette question-là. On est en démocratie, évidemment. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on a en face une Marine Le Pen qui semble bien timide, qui était sur LCI le 26 septembre, on va y venir dans quelques minutes. Et elle nous a expliqué, Tata Marine, que démission de Macron, elle a dit non. Elle a dit non. Alors d'abord, je prends encore vos messages sur la fenêtre LFI.
On va après sur le RN. Pour l'instant, le non l'emporte sur le sondage. 58% non, bientôt l'éclatement de la France Insoumise. Dark Gueux qui nous dit ils sont déjà éclatés. Ça, faut voir ça avec Lou Boyard, le fournisseur. Babcom5, Rémi, la France Insoumise ne tomberait qu'après le départ de Mélenchon. Vivi Lulu 68, ah non, c'est mieux les sondages, pas sérieux. Ah, de temps en temps, il faut être sérieux. Scarface 04, difficile de voter impartialement. Tenter de mettre ce qu'on aimerait. Voilà, le non semble l'emporter à 60%. Les amis, alors... on y va donc sur Marine Le Pen, toujours sur ce volet politique. Après, on va à la déclaration de Glucksmann, parce que tout commence avec ça. Marine Le Pen qui a été sur LCI le 26 septembre et qui a déclaré ceci concernant la démission d'Emmanuel Macron. Regardez, avec des ennemis comme ça, Macron n'a pas besoin d'amis. Emmanuel Macron, vous ne la demandez pas. Non, je la demande pas. Pourquoi vous ne la demandez pas? Parce que vos électeurs, eux, demandent cette démission. À Bordeaux, par exemple, on a entendu dans la salle Macron démission. Il y a un sondage encore, je regardais, c'était le 9 septembre dernier, qui disait que 64% des Françaises disaient favorable à la démission d'Emmanuel Macron. Ça montait à 88% chez vos électeurs. Ils le veulent, pourquoi pas vous? Vous voyez, en réalité, c'est l'exaspération. L'exaspération du temps qui, en réalité, passe, des problèmes qui s'aggravent. Et les Français voient bien, et nos électeurs en premier, que la situation se dégrade, et se dégrade à une vitesse absolument inouïe. Et donc, ils veulent précipiter les choses. Ils sont exaspérés de la situation, et vous avez raison. J'ai été moi-même étonné, d'ailleurs, parce que ils réclamaient la dissolution il y a un an, ils réclament aujourd'hui la démission, et ils ne sont pas les seuls. Pas la voix de vos électeurs. Pourquoi vous ne suivez pas les Français, l'avis de vos électeurs? Mais parce que moi, je suis respectueuse des institutions. Et pas vos électeurs? Donc, je ne demande pas... Mais vos électeurs ne le sont pas. Non, mais c'est pas qu'ils le sont pas, c'est que... La démission, il faut quand même qu'on s'arrête sur la démission. Elle est quand même en perdition. Tata Marine, on va pas se mentir, elle est quand même en perdition. Parce que l'argument de « je demande pas la démission, je suis respectueuse des institutions », belle réponse de la journaliste quand même, qui lui rétorque « du coup, vos électeurs ne le sont pas. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Enfin si, c'est ce que j'ai dit, mais faut pas le dire. » Donc, non, la Tata Marine, elle est un peu en difficulté. De toute façon, on en parlait déjà, je crois, il y a 2 semaines, si je dis pas de conneries. Avec Bardella, qui nous a fait le même coup. Le RN est le meilleur ennemi du système en place et leur survie passe par là. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant, cette danse du ventre, là aussi de l'autre côté. Et comme quoi, le cirque face à Macron a de beaux jours devant lui, parce qu'avec des opposants comme ça, on n'est pas sorti de la quiche, comme on dit en Lorraine. Évidemment, on embrasse toutes les Lorraines qui nous regardent, qui est ce genre de prénom pénible d'ailleurs, Lorraine, parce que ça peut s'écrire n'importe comment. Lorraine, on vous aime bien, mais ça peut être pénible parce qu'on les connaît. Les LHO2RENNE, on n'en peut plus. Donc Lorraine, LORRAINE, on en parle. Voilà, c'est bien. C'est bien comme ça. Pourquoi se compliquer la vie? Donc attention, je ne sais pas si on a des Lorraines dans le chat. On vous embrasse, mais faites attention évidemment à l'orthographe avant tout. Donc Glucksmann, notre ami Glucksmann avec ses épaules de serpent, il était dans la tribune dimanche et il avait quelque chose à nous dire. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il nous a dit quelque chose que j'ai trouvé, à titre individuel, intelligent, concernant la situation en Palestine. Donc c'est ici, cette partie de l'interview. À cette question, qu'avez-vous pensé de l'initiative des maires socialistes de hisser le drapeau palestinien sur le fronton des mairies? Je vais vous lire la réponse de Raphaël Glucksmann. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ça. Raphaël Glucksmann nous dit « Afficher un drapeau palestinien n'est pas un acte anti-israélien et il est important justement que des gens qui ne sont pas anti-israéliens défendent le droit des Palestiniens à avoir un État et dénoncent les crimes qu'ils subissent. Ma ligne depuis le début, c'est de combattre l'extrême droite au pouvoir en Israël, comme s'il n'y avait pas d'antisémitisme chez nous, et de combattre l'antisémitisme chez nous, comme s'il n'y avait pas d'extrême droite au pouvoir en Israël. Je combats l'anéantissement de Gaza et je combats l'explosion de l'antisémitisme partout depuis le 7 octobre. Des ordures taguent mes affiches électorales avec des étoiles de David ou gueulent sale sioniste quand ils me croisent, mais la haine qu'il m'arrive moi-même de subir ne va pas m'amener à soutenir la politique criminelle de Benyamin Netanyahou, comme ma colère face à ce qui se passe à Gaza ne me conduira jamais à minorer l'explosion de l'antisémitisme en Europe ou à tolérer que des énergumènes se prétendant de gauche s'en prennent à des étudiants juifs dans les facs. C'est la ligne de crête d'un citoyen français attaché viscéralement à la République et à son universalisme. Alors, déclaration que j'ai trouvée plutôt intéressante. On va prendre les précautions parce que j'entends les grognons qui vont arriver en disant « Rémi, tu te fais avoir par le en même temps glucksmannien ». Sans nul doute qu'il est dans une sorte de posture en double standard à contenter
un petit peu tout le monde, mais dans le contexte actuel, je trouve cette posture courageuse. Elle a ce mérite-là. C'est que, ok, c'est Glucksmann, ok, c'est une fabrication de la CIA, ok, il a ce courage inouï de tous les soirs finir dans le même lit que Léa Salamé, ok, mais il n'empêche que j'ai trouvé cette déclaration intéressante, que je l'ai trouvée courageuse, et que même si ça ressemble à du en même temps, on peut tout à fait le souligner sans aucun problème, je trouve ça aussi intéressant parfois de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de se dire que il y a de bonnes bêtes sous tout poil, comme disait Demis Roussos. Donc j'ai trouvé cette déclaration intéressante, je voulais vous la partager. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, là encore dans le chat. Seb23 qui dit c'est intelligent quand même. Il fait du en même temps du Macron, nous dit Anarchy08. Pour le coup, il n'a pas tort pour Lille Alice 21. C'est pareil que le en même temps, nous dit Dark Guy. Je suis d'accord avec ça. FFLNA qui dit encore un qui continue de faire vivre l'antisémitisme, l'air de rien. Alors, par rapport à quoi dans la déclaration ? Parce que je suis pas certain, mais par rapport à quoi tu dis qu'il continue de faire vivre l'antisémitisme, l'air de rien ? Moi, j'étais intéressé, je vous avoue, par cette déclaration. Je trouve qu'il est un petit peu dans la nuance, qui est dans la réflexion, et il y a une forme de courage qui se dégage de ça. Bon. Pourquoi pas, hein. La fleur au bec qui nous dit si on devait mettre le drapeau de tous les pays qui sont attaqués, ça va être dur à gérer, c'est pas faux non plus. Marion Onseret, ce sont des propos mesurés, c'est bien. Dommage que l'on se foute de son opinion en fait. C'est vrai, rappel au réel. J'aime bien aussi ça. Écoutez, je voulais vous partager ça, affaire à suivre en tout cas. Et un Archiséroïde qui dit il essaie de brasser large, laisser une porte ouverte. C'est pas complètement faux non plus. Après, on est dans la politique. Et Watson2508 qui dit une pendule arrêtée donne la bonne heure 2 fois par jour. Plutôt d'accord, mais je trouvais ça intéressant de le souligner. On avance un petit peu et direction le volet géopolitique de notre émission. On passe d'un sujet à l'autre. Après, je vous donnerai la recette de la croziflette. Alors, tu vois... Ça va dans tous les sens. Il y a mon Hervéro qui nous propose une petite analyse hypothèse. J'espère que tu vas bien, mon Hervéro. Il nous dit une partie non négligeable des nouveaux électeurs du RN viennent de l'ancienne France Insoumise, ligne Kuzmanovic. Depuis, le RN a quitté la sortie de l'UE, de l'OTAN, de l'euro, et maintenant maintient Macron et soutient Netanyahou. Cette partie pourrait très bien faire le voyage dans l'autre sens. Dans quelle proportion ? Intéressant, je sais pas sur ce point-là, mais mes réflexions intéressantes. Sur la géopolitique, on a une petite séquence magnifique. C'était sur LCI ce week-end. Quand un chroniqueur sous-entend que ces histoires de drones russes pourraient être des conneries, écoutez, c'est du miel. Où va l'argent ? Et pourquoi on paye des impôts ? En tout cas, certains. C'est important. Oui, mais je comprends la raison, parce qu'il y a le sentiment assez répandu et justifié dans la population, et pas seulement en France, qu'aujourd'hui, il faut arriver à convaincre l'opinion de la nécessité d'investir dans la défense. Et l'un des moyens de convaincre l'opinion d'investir dans la défense, c'est qu'il y ait une menace. Disons les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça que cette menace qui se matérialise à travers les drones, il est vrai qu'elle concourt à augmenter les budgets de la défense, et donc c'est le message aux opinions publiques, vous êtes menacés, vous devez vous défendre, et il est normal que les gens s'interrogent. Donc moi c'est pour ça que je dis, prenons les choses à l'inverse. On peut très bien imaginer, et ce que je vais dire va vous paraître un peu étonnant, ésotérique, on peut très bien imaginer que des groupes plutôt pro-militaires occidentaux et des attaques comme ça de drones qui ne présentent aucun risque pour que ça aille plus vite au niveau du financement. Excusez-moi, mais l'histoire a montré que ça arrive. Oh, général. Alors ça s'est dit par le passé, mais il ne s'agissait pas de notre pays, mais notamment des États-Unis. L'industrie de guerre, bien évidemment, n'aime pas les temps de paix de temps en temps. Est-ce que je me trompe, je dirais que votre approche ne peut pas être écartée. Ah, voilà. Bon. Un fond de vérité. Séquence intéressante. Alors déjà, séquence intéressante sur le plan capillaire. Je ne résiste pas à l'envie de m'arrêter quelques instants sur cette magnifique mèche frontale. C'est-à-dire qu'on a un ancien général de l'armée à la retraite qui a ce courage de maintenir la mèche en avant, et ça fait plaisir. J'aimerais le souligner. Drone de mèche, si j'ose dire. Drone de mèche. Alors après, sur le fond du sujet, parce qu'il faut en parler, il faut être sérieux. On n'est pas... c'est pas une émission hommage à Franck Provost, on n'est pas là pour parler coiffure. Séquence intéressante quand même
d'un journaliste suisse, décidément, qui déboule et qui explique, bon, c'est vrai que ce serait fort pratique, une attaque de drone pilotée par on ne sait qui, que l'on attribuerait à la Russie au hasard, hein, hasard Balthazar, et qui permettrait d'accélérer le déclenchement d'un conflit et donc l'apport de financement à l'industrie militaire. Alors là, complexe militaro-industriel, alors là... Et t'as un général sur le... Il est général, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est sur LCI. Sinon, on ne saurait pas pourquoi il est là. Et il dit, je peux pas écarter l'hypothèse. Il peut pas l'écarter. Et donc, il est général. C'est le référent mitraillette du plateau. C'est pour ça qu'il les invite, d'ailleurs. Parce que voilà, il a dit, je peux pas écarter l'hypothèse. Donc, le Suisse dit pas des conneries sur ce coup-là. Et donc, séquence intéressante, mais en toute détente. C'est ça qui est chouette. C'est que, admettons, vous avez... François Asselineau qui dit ça sur le plateau, tout le monde va hurler au complotisme. C'est intéressant. Le journaliste suisse, on ne le connaît pas, lui, il peut dire ça. François Asselineau ou Philippot ou d'autres, hein, qu'importe, mais des personnes qui sont de base jugées complotistes, on aurait dit c'est du complotisme. Là, tu as un journaliste mainstream suisse qui déboule, il peut dire ça. Et c'est vrai qu'on est d'accord avec lui. Ça fait du bien. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir ce genre de discours. C'était sur LCI. Les amis, un autre discours qui fait peut-être un peu moins de bien, c'était chez Cyril Hanouna en fin de semaine dernière, le 25 septembre. Regardez, alors là on passe du coq à l'âne, enfin du coq à Jack Lang, très exactement. Regardez cette séquence en toute tranquillité. Cyril Hanouna qui nous lâche. Il est super Jack Lang, je l'adore. Bah oui, il est super, Jack Lang. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui reprocher? Bon, on sait pas. Non, ça fait beaucoup. Voilà, Hanouna anti-système, c'est toujours pareil. Hein. Vous savez, j'ai mes fils rouges, hein, j'ai mes sujets qui reviennent un peu tout le temps. Là, le coup Hanouna anti-système qui nous dit qu'il aime bien Jack Lang... Fallait oser, il n'y a pas de problème, fallait oser. Donc non, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Mais on notera d'ailleurs réaction intéressante de Jordan Deluxe, qui a pas l'air très contente dans la séquence. Alors je sais pas ce qui s'est passé avant, je regarde pas en entier l'émission, mais il y a des regards noirs. Il y a des regards noirs qui sont jetés. Mais en toute détente, on parle de Jack Lang et Cyril Hanouna l'adore. Qu'est-ce qu'on peut bien lui vouloir à Jack Lang, évidemment. Ce serait déplacé. Ce serait déplacé. Donc très intéressant une fois de plus hein, dans ce fil rouge Cyril Hanouna l'antisystème, parce que vous le savez, hein, 2027 se rapproche un peu plus à chaque minute qui passe. Et on va parler de ces grands fils rouges à chaque fois, en attendant peut-être la candidature de Cyril Hanouna. Vous savez, j'ai mis l'apéro là-dessus, les amis. Alors, 17h18, on arrive gentiment sur le gros sujet du jour que je voulais évoquer avec vous. Le gros sujet du jour qui fait beaucoup parler en ce moment. L'identité numérique arrive en Grande-Bretagne et pas que. Donc forcément, ça fait jaser. On va parler de tout ça, les copains, on va décortiquer un petit peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je vais essayer de vous proposer quelques ponts dans l'analyse, parce que j'ai l'impression qu'il y a une lame de fond, comme on dit dans le milieu maritime, une lame de fond qui est en train de se dessiner, et qui n'a pas le même visage partout, mais qui, selon moi, aboutit à peu près au même endroit. Donc on va décortiquer tout ça. Je vous ai préparé une petite nouveauté. Vous allez voir à la fin de la séquence, j'ai un nouveau truc. Tu vois. Là, c'est le professeur Milieu qui vous parle. De l'université de Pangolin-sur-Saône. C'est à côté de mon cul, tout ça. Mais tu vas voir, il y a une petite nouveauté, c'est chouette. Alors, notre voyage à la découverte de cette histoire d'identité numérique qui revient à fond commence en Suisse. Pas en Grande-Bretagne. Là, je vous ai déjà surpris. Notre voyage commence en Suisse parce que hier, au moment où je vous parle, donc le 28 septembre 2025, une votation a eu lieu en Suisse concernant notamment l'instauration de l'ID, donc l'identité numérique, ID évidemment qui n'a rien à voir avec la petite gamine qui court dans les champs. Merci à Gork pour le subprime 13e mois, merci beaucoup. Donc souvent en Suisse, vous avez d'ailleurs des paquets de votations, c'est-à-dire les Suisses ne votent pas que pour une seule thématique. Là en l'occurrence il y avait cette thématique-là et il y en avait d'autres, notamment une histoire dans le canton de Vaud, donc le canton de Lausanne, l'affaire Mormont, donc une colline où il devait y avoir un plan d'exploitation avec une gravière, un truc comme ça, donc pour protéger l'environnement. Il y a eu une votation ici, il y en a eu une autre sur d'autres thématiques, il y en a plusieurs, généralement c'est des paquets de votations si vous voulez. Et
les Suisses ont voté, l'instauration de l'e-ID, on va l'appeler comme ça, est passée à 50,4% des voix. En sachant, rappel très important, qu'en 2022, il y avait déjà eu une votation sur cette thématique et que la votation avait été rejetée, le peuple n'avait pas voté parce que cela avait été présenté avec une gestion plutôt sous mainmise du privé. Et là, cette nouvelle votation propose une gestion de l'identité numérique plutôt sous mainmise de l'État suisse, de la Confédération en l'occurrence. Donc ils sont revenus pour la resoumettre aux citoyens, donc, comme quoi le projet devait passer apparemment, hein, ils ont vraiment bien insisté. On a un article du Temps du 29 septembre, donc d'aujourd'hui, le Temps qui est l'équivalent du Monde en Suisse, qui nous précise un petit peu l'objectif de cette identité numérique en Suisse, qui est s'identifier, je cite, s'identifier en ligne de façon sécurisée pour des démarches administratives, des achats nécessitant une preuve d'identité ou l'authentification auprès des autorités. Et le journal Le Temps nous offre cette formulation qui nous rappelle la belle époque du pangolin qui avait une chiasse à l'autre bout du monde. Le journal Le Temps nous dit que l'identité numérique sera facultative et gérée par l'État. C'est-à-dire pas obligatoire, mais indispensable. Vous connaissez le tour de passe-passe. C'est du grand classique. Donc, on a un contexte suisse déjà assez compliqué, avec une votation qui est reproposée, alors que le peuple avait rejeté ça une première fois. Une votation avec des formulations qui nous rappellent, qui fleurent bon l'ingénierie sociale. Et on vient de l'apprendre, hein, ça vient de tomber. Je vous lis une information, toujours le contexte en Suisse. Le comité référendaire contre la loi sur l'identité numérique demande l'annulation du vote, accusant Swisscom, donc un opérateur mobile en Suisse, comme SFR si vous voulez, accusant Swisscom d'avoir soutenu le oui via des dons et des interventions publiques, ce qui selon lui viole la neutralité politique attendue d'une entreprise majoritairement détenue par l'État. Donc cette affaire en Suisse n'est pas réglée. Il risque d'y avoir de rudes débats, et pour l'instant, le peuple a voté avec une très faible marge, hein. Le oui s'impose à 20 000 voix près, quelque chose comme ça. Ça peut être très serré, hein, les votations en Suisse. Il y a eu une votation, par exemple, pour savoir si la Confédération suisse devait acheter des F-35, des avions de chasse américains. C'était il y a entre 5 et 10 ans, si je dis pas de conneries. Ça s'était joué à 8000 voix, je crois. C'était un truc énorme. C'était un truc vraiment très, très, très serré. Je crois que c'est cette votation-là. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une votation récente qui s'est jouée à 8000 voix. Peut-être que c'est un autre sujet, hein. Attention, je mets des guillemets sur ça. J'ai un doute. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'identité numérique, à mon avis, les débats sont loin d'être terminés et on va en reparler. Donc, ça, c'est pour la Suisse. On va enchaîner parce que le sujet est très présent dans bien des pays. Et forcément, vous avez entendu parler, je suppose, du cas de la Grande-Bretagne. Avec cette décision, c'est officiel. Ce que je vous montre, c'est le site officiel du gouvernement britannique. Un nouveau système d'identification numérique sera déployé dans tout le Royaume-Uni. Donc on passe de Berne à Londres, direction la Grande-Bretagne. Le chapeau de cet article publié le 26 septembre 2025, un nouveau système d'identification numérique contribuera à lutter contre le travail illégal tout en facilitant l'accès aux services gouvernementaux essentiels pour la grande majorité des citoyens. L'identification numérique sera obligatoire pour les contrôles du droit au travail d'ici la fin de la législature. Alors, ça y est, en Grande-Bretagne aussi, on y est. Comme souvent, hein, dès qu'il y a une connerie anglo-saxonne à faire, on ne sait pas pourquoi les Britanniques sont en première ligne. Hein, c'est vraiment une grande spécialité. Donc je vous l'ai dit, l'objectif affiché par le gouvernement de Keir Starmer est la lutte contre le travail illégal, tout en facilitant l'accès aux services gouvernementaux. C'est le même délire qu'en Suisse, hein, c'est-à-dire sous couvert de simplification, de facilitation, d'authentification, de lutte contre l'immigration, alors ce que la Suisse, pour le coup, n'active pas trop comme argument, on y va plein badin dans l'identité numérique. Alors, on a quelque chose de très intéressant qui est mis en avant sur la page du gouvernement britannique et que je vais vous montrer, ce qui est une technique assez classique en ingénierie sociale pour convaincre le peuple. On va chercher des exemples à l'étranger. Si les étrangers font des conneries, pourquoi on ne les ferait pas nous-mêmes ? Rappelez-vous, pendant le Covid, quand il s'agissait de justifier une mesure liberticide, on allait dire regardez, les Allemands le font. Ce qui n'est
jamais bon signe à la lumière du XXe siècle. Hein, quand les Allemands font un truc, généralement, Achtung, ça va piquer. Donc là, bah oui, Achtung, ça a piqué. Donc, rappelez-vous, hein, pendant le Covid, c'était ça. On nous justifiait à chaque fois, oui, mais les Polonais l'ont fait. Et curieusement, quand les pays étrangers ne faisaient pas certaines choses, par exemple la Suède, qui n'avait pas fait de confinement aussi strict que chez nous, l'exemple étranger ne marchait pas. On nous disait, oui, mais c'est pas la même démographie. Parce qu'en Suède, ils sont fans d'ABBA, donc ça n'a plus rien à voir. Donc, le gouvernement britannique n'a même pas en plus la capacité à innover, parce que regardez, sur la page officielle toujours hein, du gouvernement britannique, ils prennent des exemples d'autres pays. Voilà, d'autres pays. Je vais vous les lire, ces exemples. En Australie, les citoyens peuvent accéder à une gamme de services privés, allant des services bancaires à l'achat d'alcool, grâce à leur identification numérique, réduisant ainsi le besoin de plusieurs comptes et feuilles de papier distincts. En Estonie, l'identité numérique a révolutionné la vie des parents en leur permettant d'accéder aux allocations familiales, aux dossiers médicaux et aux demandes de place en crèche de manière transparente sans jamais avoir à fournir 2 fois les mêmes informations. Au Danemark, les étudiants peuvent utiliser leur identifiant numérique national pour se connecter et récupérer automatiquement leur dossier scolaire et leur qualification dans les candidatures à des emplois et à des universités. En Inde, le gouvernement a économisé environ 10 milliards de dollars par an en réduisant la fraude et les fuites dans les programmes de protection sociale. Donc, voilà, si vous êtes convaincu, allez-y. Vraiment, allez, voilà. S'ils vous donnent des arguments pour acheter de l'alcool, bah, tu auras besoin de l'identité numérique, par exemple. Tu vois. Donc on embrasse évidemment Gérard Depardieu, qui a actuellement 14 identités numériques. Pour les allocations familiales, il faudra, si on suit l'exemple estonien, il faudra une identité numérique. Donc les Britanniques ont cet avantage, alors volontairement ou pas, de mettre en avant tous les trucs dégueulasses qui nous attendent. Voilà, au moins c'est transparent dans l'escroquerie. Et ça, thank you British man, thank you Mr Bean, parce que c'est transparent, ça fait plaisir. Alors, est-ce que les exemples sont pertinents ? Ça, c'est encore une autre histoire, parce que l'exemple de l'Inde, par exemple, est peut-être pas le mieux choisi, parce que il y avait eu une fuite massive de données en Inde. Regardez, je vais vous montrer cet article. Hein. La menace croissante des violations de données, le cas de l'Aadhaar en Inde. Alors, pardon, je ne parle pas très bien hindou, donc je ne sais pas comment on dit, on va dire Aadhaar. L'Aadhaar, c'est le nom, si vous voulez, de l'identité numérique en Inde. Et on avait appris il y a quelques années qu'il y avait eu une fuite énorme. Hein, regardez, en octobre 2023, une fuite de données a été signalée par la firme de cybersécurité américaine ReSecurity, révélant que les informations personnelles identifiables de 815 millions d'Indiens étaient en vente sur le dark web. Donc ça, c'est ce qui peut arriver grâce à l'identité numérique et la numérisation de tous les documents confidentiels. Ça, c'est pour le cas de l'Inde. Le gouvernement britannique se cache bien de le dire, et d'ailleurs, ils disent même l'inverse, parce que, regardons ce qu'ils disent. Le gouvernement a économisé 10 milliards de dollars par an en réduisant la fraude et les fuites dans les programmes de protection sociale. Bon, dont acte, voilà. Bref, ça, c'est ce que nous disent les Britanniques. Donc, c'est une info qui a... Enfin, en tout cas, ces infos ont été reprises dans le Figaro. Je vous montre plusieurs sources. Vous connaissez la maison, on a plusieurs sources. Et ce que nous dit le Figaro, parce qu'en fait, tout ça est bien caché derrière un argument, et on va y revenir, parce que cet argument nous ramène tout droit aux États-Unis. Je vais vous proposer une petite analyse que je peux faire par rapport à ça. On nous dit que enfin, on l'a déjà dit, hein, le Figaro nous dit que cette identité numérique a d'abord pour objectif de lutter contre le travail illégal. Écoutons d'ailleurs ce que nous dit Keir Starmer. Hein, déjà, quand tu as un nom de boisson à l'apéro, c'est bon signe. Keir Starmer, qui nous a dit ceci. C'est traduit en français. Vous allez voir, si comme moi, vous avez arrêté l'anglais en CE2, vous n'allez pas être perdu. Today, I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Because decent, pragmatic, fair-minded people, they want us to tackle the issues that they see around them. And of course, the truth is, we won't solve our problems if we don't also take on the root causes, looking upstream to tackle poverty,
conflict. And that Voilà, donc le Premier ministre britannique qui, en toute tranquillité, nous redonne les arguments bien appris concernant cette identité numérique. Alors, creusons un petit peu le sujet, parce que si on fait une pause dans ce que je vous dis pour l'instant, bon, disons que l'affaire suit son cours. On avait goûté un petit peu à un hors-d'œuvre pendant le Covid avec le pass sanitaire, puis vaccinal, où il y avait déjà une notion de numérisation des données, en l'occurrence sanitaires, en vue d'accéder à des services. Bon, on est juste à l'étape d'après. On savait que nos sociétés allaient vers ça. Il y a eu des mobilisations qui n'ont pas été suffisantes pour calmer les ardeurs de nos dirigeants. Donc, on y est. La Suisse a voté, la Grande-Bretagne est en train de le mettre en place, l'Australie, l'Estonie, l'Inde et d'autres pays le font déjà. Donc, il y a une numérisation accélérée des données de chaque citoyen dans un projet qui semble bien plus large que les volontés d'un seul pays. On n'est pas à l'échelle nationale, on est à une volonté occidentale, alors on va dire, parce qu'il y a l'Inde, donc à discuter. L'Inde avec l'influence anglo-saxonne, ça peut se comprendre. On a une volonté claire et nette de numériser les données des citoyens pour mieux les contrôler. On ne va pas tourner autour du pot. Quand on numérise vos données pour conditionner votre accès à des allocations sociales, à un achat de boisson, qu'elle soit alcoolisée ou non, d'ailleurs on s'en fout, ou à un accès à l'université, c'est clairement une question de contrôle social. Donc, on a de moins en moins de leçons à faire à la Chine avec cette histoire de crédit social. Vous vous doutez bien que chez nous, ça ne s'appellera jamais crédit social parce qu'on est éclairés, on est occidentaux, donc on sait ce qu'on fait. Mais évidemment que ça en prend le même chemin. Hein. Et je mets évidemment, comme d'hab, je mets au défi nos amis fact-checkers de dire le contraire, que ça ne prend pas la voie d'un contrôle social, d'un crédit social. Donc, là-dessus, on est à peu près d'accord, on est dans la continuité d'un projet observé déjà durant le Covid-19, mais ce que je trouve intéressant là-dessus et qui nous renvoie aux États-Unis, je vais essayer de vous proposer, là encore, ce qui n'est que mon regard, les amis, je n'ai pas la prétention de vous dire la vérité, mais j'essaie de lier en fait plusieurs sujets qu'on a vus ces dernières années, même ces dernières semaines, qui pour moi font sens sur le plan idéologique, plus que simplement, si j'ose dire, sécuritaire, parce que la supercherie, tout le monde la comprend, il y a une volonté de surveiller les citoyens, de les encadrer et de maîtriser les droits dans un projet toujours plus liberticide. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas besoin de faire 8 heures pour expliquer ça. Mais ce qui nous renvoie aux États-Unis, c'est l'affaire Palantir. Rappelez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques semaines avec une vidéo sur la chaîne YouTube Juste Milieu. Je vais vous montrer, si jamais vous ne l'avez pas vu, vous montrer la miniature. Tac, c'est celle-ci. Et ça date un peu. Putain, j'en dis des conneries, hein. C'est fou. Hein. Ah oui, ça remonte. Hein. C'était où? Je sais même plus où c'était. Faudrait que je regarde mes vidéos, un de ces quatre. Voilà, c'est celle-là. Trump, Palantir et Peter Thiel, Big Brother, MAGA. En date du 20 juillet 2025, donc ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que cette vidéo est sortie. Et dans cette vidéo, je vous le résume, hein, évidemment, je vais très vite. Hein. Dans cette vidéo, je vous expliquais les liens croissants entre Palantir, qui est une entreprise fondée par Peter Thiel, lui-même cofondateur de PayPal, également actionnaire, on va dire, dans la montée en politique de J.D. Vance, donc le colistier de Trump. Peter Thiel lui avait donné 15 millions de dollars pour sa campagne sénatoriale de 2022. Il l'avait recruté dans son fonds d'investissement autour de 2015, avant que J.D. Vance lance son propre fonds d'investissement et que Peter Thiel mette des billes dedans. Bref, la fusion, voire confusion, entre Silicon Valley et la Maison-Blanche. Et avec Palantir, on a franchi une nouvelle étape. Parce que le but de Palantir, pour vous la faire courte, c'est une entreprise qui développe des solutions de traitement massif de données, c'est-à-dire la collecte massive de données en vue de les traiter et d'établir des fichiers, tout ce que vous voulez. Donc, très clairement, on se retrouve avec cette entreprise Palantir qui développe aujourd'hui 2 gros logiciels qui sont utilisés par la NSA, le FBI, la CIA. CIA qui avait financé Palantir à sa création, il y a 10-15 ans environ. Et puis pour finir un peu le tableau, Peter Thiel est dans le comité dirigeant du groupe Bilderberg. Voilà, t'as tout le dessin. Allez, j'arrête parce qu'après ce serait de la gourmandise, c'est pas bon pour ce que j'ai. Donc, t'as compris un petit peu l'escroquerie. Et Palantir, aujourd'hui, travaille main dans la main. Ils ont 2 solutions logicielles, dont une qui est directement utilisée par les services secrets américains,
services secrets américains qui ont accéléré leur partenariat avec Palantir à hauteur de 10 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire que Donald Trump et son état-major, pas lui tout seul évidemment, tous ces gens-là ont clairement accepté de collaborer avec Palantir en vue de constituer des fichiers de données sur les citoyens américains. Et même des pro-MAGA aux États-Unis sont montés au créneau. C'est pas une question de Trump, c'est une question d'un Big Brother qui se met en place aux États-Unis. Tout ça, et vous allez voir le lien, tout ça sous couvert de lutte contre l'immigration. Le fameux groupe, la ICE, qui gère aux États-Unis l'immigration, en tout cas qui lutte contre l'immigration, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, eh ben, vous avez toute une solution Palantir qui est utilisée pour lutter contre l'immigration aux États-Unis, notamment l'observation en temps réel. Donc, toute cette intrication fait que on se retrouve sur le plan du discours avec des arguments qui sont les mêmes. Et c'est là où j'aimerais appeler à votre vigilance. Et comme dit, ce n'est que mon avis et que mon analyse évidemment. On va avoir une instrumentalisation de certaines questions qui ont le vent en poupe à des fins de surveillance généralisée. C'est-à-dire que vous prenez la Grande-Bretagne, qui nous dit « on va mettre en place l'identité numérique, mais vous inquiétez pas, c'est pour éviter qu'il y ait trop de migrants qui déboulent ». Ça, c'est pour la Grande-Bretagne. Les Américains nous disent « oui, on va faire Palantir, mais vous inquiétez pas, c'est pour éviter qu'il y ait trop de Mexicanos qui franchissent la frontière et qu'il y ait trop de travailleurs illégaux. Mais les gens qui n'ont rien à se reprocher, il ne faut pas avoir peur !» comme dirait l'autre, qui n'a pas d'accent belge d'ailleurs. Donc, on est clairement sur une rhétorique identique qui s'installe de partout, le fameux pas obligatoire mais indispensable, on en a parlé tout à l'heure, je vous refais pas le chapitre, mais ce que je trouve le plus intéressant, et qui doit nous appeler à la vigilance au vu du contexte français, c'est l'instrumentalisation de certaines questions qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, je pense, à titre individuel, je pense qu'ils n'ont pas réussi à installer ce genre de solution liberticide pendant le Covid, ou alors ils l'ont testé, on peut le considérer aussi comme ça, il y a plusieurs points de vue. Ils l'ont testé avec un développement rapide, ils ont testé certaines technologies, passe sanitaire puis vaccinale, ils ont vu qu'il y avait une marge de tolérance dans les populations occidentales, ce qui fait qu'en Suisse on vote pour, parce que même si la marge est réduite, c'est quand même assez fou, hein, on est dans la servitude volontaire, hein, de la Boétie évidemment. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on voit une forme d'ingénierie sociale qui capte ce que le peuple veut dans sa majorité, et comment va retourner le peuple contre lui-même. Donc l'identité numérique va s'imposer grâce à des histoires de lutte contre l'immigration, de lutte contre le travail illégal, et vous allez voir qu'en France, ils vont tenter le coup. Je vous parie l'apéro, on est dans l'hypothèse, mais je vous parie l'apéro qu'ils vont tenter le coup en France pour nous dire « Oh oui, mais vous comprenez, on fait ça pour votre bien. On a compris qu'il y avait un virage conservateur. Vous inquiétez pas, on va mettre en place l'identité numérique, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec notre volonté d'encadrer toujours plus vos libertés et de vous surveiller toujours un petit peu plus. » Donc, ce qui se passe en Grande-Bretagne, pour moi, a un lien avec les États-Unis, parce qu'on voit que le système dominant, alors vous l'appelez État profond, vous l'appelez comme vous voulez, a bien compris que il allait falloir jouer avec les volontés du peuple. En tout cas, les tendances dominantes, en l'occurrence ce courant un peu conservateur, réactionnaire, d'extrême droite, là encore, c'est une bataille de termes. Vous avez compris ce que je veux dire, chacun y mettra son terme, c'est pas très important. Et je pense que ce système va essayer d'enrhumer les gens en prétendant défendre leur volonté, tout en les retournant contre leurs libertés individuelles. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. En vérité, l'identité numérique n'a rien à voir avec le travail légal, ou alors de manière beaucoup moins importante que la volonté de surveiller tous les citoyens. Si on met tout ça dans la balance, ça n'a pas la même importance. Ça n'a pas du tout la même importance. Donc, je voulais vraiment, les amis, vous alerter sur tout ça, parce qu'on est sur un gigantesque jeu de dupes qui se met en place, et vraiment, j'espère qu'on sera tous vigilants à partir du moment où on va entendre ce genre de discours dans la bouche de politiciens français, quels qu'ils soient, parce que là, ça peut taper de n'importe où. Ils vont instrumentaliser ce que les gens veulent, en majorité, c'est-à-dire les idées dominantes en ce moment, ils vont les instrumentaliser pour imposer ce genre de mesures qui sont évidemment liberticides et dignes d'État totalitaire, évidemment. Donc, tout ça, les amis, tout ce que je viens de vous dire, c'est la petite nouveauté que je voulais vous proposer. On travaille à plein de petites choses, on essaie de vous proposer des petites pépites.
On met en place un nouveau truc. Alors, vous avez vu, il y a des fiches de lecture. Ça, c'est nouveau. Il y en aura une cette semaine, d'ailleurs. Je vous dévoile pas le livre, mais vous allez voir. On vous propose également des fiches ressources. Alors, tu as vu, là, on est revenu en 4e. Là, on est au CDI. Madame Chombier qui te demande de ne pas faire de bruit. On a mis en place des fiches ressources, les amis, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de vidéos que je peux faire. Enfin, déjà, il y a beaucoup de vidéos tout court et tout le monde n'a pas un temps illimité, donc je sais que vous regardez plein de chaînes différentes et c'est très bien comme ça, mais les vidéos passent et c'est difficile parfois de se souvenir de ce qui est dit quand on avance des sources, des faits, et donc on vous propose maintenant des fiches récapitulatives. Ah, t'as vu, on est en CM2, hein, je te dis, retour au collège. On vous propose des fiches récapitulatives, les amis, avec tout ce que je viens de vous dire. Non seulement il y a les sources dans la fiche, mais c'est un résumé en 4 pages que vous pouvez conserver. C'est un PDF, vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est gratuit, évidemment. C'est un PDF, et comme ça, vous avez l'essentiel de ce que je vous dis dans la vidéo. Vous pouvez le conserver, l'imprimer, faire vos fiches chez vous si vous voulez. Les fiches, juste milieu. T'as vu, là, c'est le professeur Pangolin qui te parle. Donc, je vous donne le lien, les amis. Une fois de plus, hein, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si c'est bien construit, n'hésitez pas. Si c'est assez clair, assez lisible, n'hésitez pas, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça accessoire ou pas. Mais je trouvais l'idée intéressante. On a mis ça en place ce matin avec Edouard. Je trouvais ça intéressant pour garder une trace. Parce que les vidéos, il y a tellement de trucs. Ça va vite et on peut pas tout suivre. Je vous parle aussi en tant que spectateur. Hein. Donc, on s'est dit, au moins, vous gardez une trace que vous pouvez relire de temps en temps sur un sujet d'actualité et qu'on risque de revoir. Donc quand vous allez entendre un politicien français qui va débouler en disant faut faire l'identité numérique, au moins vous aurez la fiche. Donc dites-moi, les amis, si vous trouvez ça assez clair. On va en faire plusieurs sur des vidéos un peu de ce type-là, où il y a des sources, où il y a des choses comme ça. On va en faire plusieurs. Les copains, je vais vous le donner également, le lien sur Twitter. Voilà. Attendez, j'arrive, bougez pas, je donne à tout le monde. Dans le chat Twitter, en disant voilà. Faut faire l'identité Merde, numérique. attends, je m'entends en double. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dans le chat Twitter, je vous donne le truc. Alors après, j'ai aucune idée de ce que je fais. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Par contre, la qualité de l'image est belle. Putain, ah, c'est quelque chose. Hop. Attendez, tac. Regarde, j'écris en même temps, vous allez voir. Et voilà, tac. Hop, on va mettre une petite flèche, ça mange pas de pain. Alors, on est sur les réseaux sociaux, évidemment. Tac, voilà. Pourquoi il y a un 3, on sait pas. Hop là, voilà. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petite initiative, les copains. Je trouve ça chouette. Voilà. N'hésitez pas. Si vous trouvez que ça sert à rien, vous me le dites et puis on arrête. Hein. Mais je trouvais ça plutôt sympatoche. Pour voilà, garder du contenu, garder des choses en palpable. Voilà, que vous pouvez imprimer. Lien dans le chat et lien en description, évidemment, si vous regardez le replay. YouTube, dans le chat, on a quoi? On a Scarface04 qui dit quel boulot quand même, tu peux pas faire tout ça sans passion, respect, mais merci à vous, merci à tout le monde, merci à la France finalement. Quelle agilité digitale, nous dit Sam6, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Toto Susano qui dit merci Rémi, merci à vous les amis. Et Hervéro qui dit ta fiche lecture était parfaite, merci. Il y en a une qui arrive cette semaine. J'espère que ça vous a plu sur la structure et compagnie. Il y en a une qui arrive. Il y en a une cette semaine. J'ai shippé un petit bouquin. Vous allez voir, hein. Vous allez voir. Je pense que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Olivier Marstress qui dit c'est quoi le nom de la maîtresse? Madame Pangolin. Quand je vous fais des fiches de lecture, vous m'appelez Madame Pangolin maintenant. Voilà. Nadine Pangolin. Alors c'est vrai que bon, qu'il y a une Nadine, c'est la fofolle de son groupe. Voilà, c'est celle qui en ce moment suit d'ailleurs un régime paléo. Régime paléo, elle essaie de se mettre aux graines comme elle aime bien dire à midi avec ses copines. Elle dit je suis pas une poule. Nadine est casse-couille. C'est vrai. Nadine Pangolin est casse-couille. La liste des fournitures, Olivier Marstress, c'est magret de canard dans votre trousse. Tous les jours un magret de canard, ça c'est très important. Et FFLNA qui dit il y a de moins en moins de rigolade, Rémi, dans tes lives. Comment ça se fait? Merde. C'est peut-être avec des messages comme ça dans le chat qui cassent l'ambiance. Je rigole.
Arrête, je déconne. Non, mais ça dépend, on essaie de varier, il y a un petit peu de tout. Que Osiris qui dit bonsoir Rémi, merci pour le sujet qui est passionnant. Je ne partage pas ton avis et plutôt pour l'identité numérique et la modernisation de l'administration publique en général, pour plus de services et de qualité, pas l'inverse. La ligne pour moi est dans le contrôle des données, la limitation de cette identification à un domaine très précis. Oui, je sais que certains peuvent vouloir pousser le bouchon trop loin, mais il ne faut pas non plus rester au 19e siècle. Je suis d'accord, c'est intéressant je prends vos messages dans le chat les amis, hein, pour débattre. C'est intéressant qu'il y ait d'autres sons de cloche. Merci à toi que Osiris de partager ton point de vue. Ça donne un autre son de cloche que je ne partage pas, très honnêtement, parce que je considère que c'est un faux-né et que la modernisation de l'administration ne passe pas nécessairement par le fait de vouloir absolument digitaliser tous les documents importants pour les citoyens. Et surtout, à la limite, si c'était le cas, on pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter à la digitalisation des documents, et c'est très bien comme ça. Sauf que là, c'est digitalisation et potentialité de restriction des droits. C'est ça qui me pose le plus problème. Après tout, je peux te rejoindre. Moderniser l'administration publique, c'est toujours bien, évidemment. Mais moderniser pour, au bout du compte, avoir la main sur qui a le droit à telle ou telle prestation, quand tu prends l'Australie, où l'identité numérique te permet de consommer de l'alcool dans les bars, si tu veux, je vois plus vraiment le lien avec la modernisation. Voilà, c'est pour ça que je suis à moitié d'accord, on va dire. Je suis à moitié d'accord avec toi. Je trouve que c'est le faux-nez d'autres intentions. Et d'ailleurs, le Covid nous l'a montré. Sous couvert de lutter contre la pandémie, on restreignait l'accès des gens au restaurant. Quel rapport, en fait? Quel rapport restreigner? Je suis pas sûr, mon verbe. Ouais, c'est ça, il est bien ce verbe. Donc, non, j'ai peur que j'ai peur que ce soit le faux-nez. Voilà. Ninku qui dit ici, je trouve qu'il y a de la rigolade. Après, Rémi, je trouve que tu as plus une humeur sarcastique et noire et je trouve que tu le fais bien. Bon, non, mais j'étais de bonne humeur ce dernier jour. Vous êtes pas sympas, les gars. Je faisais des blagues et tout la semaine dernière. J'ai fait Jean-Pierre Foucault qui présente question pour qui veut gagner des millions sur le Hamas vendredi dernier. Ça faut rigoler pour ça. Non, oh non, vous allez mettre le moral dans la godasse. Là. Vous voulez que je vous raconte? Alors j'ai une blague, c'est deux putes. Non, ça allait dérailler. Tu vois? En fait, vaut mieux que je fasse la gueule, hein, parce que ça déraille sinon. Ça déraille. Oui, Olivier Marstrez, il dit pas assez de Jean-Marie. Ben oui, mais j'essaie de vous surprendre. Après, j'y suis pour rien là. Aujourd'hui, t'as vu les sujets. Tu crois que ça me fait rire de parler d'identité numérique? Tu crois que j'aimerais pas parler de concours Miss T-shirt mouillé à Aurillac? Bah oui, je suis comme vous. Vous croyez que ça me fait marrer? Non, si, il y aura des blagues, vous inquiétez pas. J'ai des trucs marrants cette semaine. J'ai mon script avec tous les sujets, il y aura des trucs marrants, tu vois. Alors, il n'y a que Osiris qui répond, qui dit « Oui, mais l'Australie, c'est le modèle ouin-ouin US sur l'alcool. Et évidemment que Palantir est le gros risque dans une démocratie saine. L'identité numérique ne pose aucun problème, bien au contraire. » Moi, je suis pas certain. Je suis pas certain, enfin... Comme dit, je pense qu'il y a une scission à opérer. Il y a une scission à opérer parce que, pour moi, il y a une différence entre la digitalisation des supports d'identité, permis de conduire, carte d'identité, ce que tu veux, et la création d'une identité en ligne. Pour moi, c'est pas la même chose. Parce que numériser des documents, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, en France, le permis de conduire, tu peux l'avoir en numérique. Enfin, ça existe. Mais la création d'une identité en ligne qui t'accorde tel ou tel droit ou tel accès, moi ça me fait peur parce que je vois pas le rapport en fait. Je vois pas le rapport et je trouve qu'on quitte l'objectif initial. Donc une fois de plus, je te rejoins que Osiris, mais je comprends pas leur volonté à chaque fois plus marquée d'aller vers la création d'une identité en ligne. Je peine à le voir, je peine à voir ça. Et que Osiris qui dit j'habite en Suisse mais je suis irrésident estonien. Irrésident, ça se dit, ah ouais, c'est marrant ça. T'es vraiment considéré comme ça, irrésident? C'est sympa ça. Je sais pas. River2624 qui dit pas d'accord dans la tendance actuelle, peu importe si l'intention est d'améliorer les services, il ne faut surtout pas donner plus d'outils de contrôle, les dérives sont trop faciles et dangereuses. Ouais, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est que moi c'est ça qui me fait peur, l'instauration de mesures déguisées qui au fond n'ont qu'un seul objectif, qui est toujours le même, réduire les libertés des citoyens. C'est quand même extraordinaire.
C'est toujours un petit peu la même chose. Donc, et Papy Zilla qui dit, c'est intéressant, qui dit, c'est sûr qu'on est dans une démocratie saine. Déjà, une démocratie saine n'aurait pas une telle idée. Je suis plutôt d'accord avec toi, plutôt d'accord avec ça. Mais non, c'est intéressant. Et Claquin qui dit, ces identités seront-elles plus sécurisées? Parce que je veux bien, mais vu les usurpations qui existent avec des bouts de papier, bah oui, mais on l'a vu, il y a encore eu des fuites. Moi, je veux bien la sécurisation. Regardez, tu tapes fuite données France sur Google, regarde les résultats que tu as. Il y a 2 jours, cyberattaque en France, les dernières fuites de données, entreprises touchées. Il y a tout le temps des trucs comme ça. Donc, la digitalisation ne va pas nous protéger de ça, bien au contraire. Après, il faut qu'il y ait un risque mesuré, mais je sais pas, je suis partagé. Je suis vraiment partagé. Policiaz qui nous dit là-dessus, crédit social plus facile à mettre en place selon l'utilisation de ton identité numérique. Et Steph C qui dit le progrès c'est bien, mais tout dépend dans quelle main. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Cette belle phrase, les amis. Je vous redonne le lien vers la fiche de lecture si vous voulez avoir le point sur tout ça. On en reparlera évidemment parce que je sais pas pourquoi, mais flair de pangolin, je sens qu'en France il y a un élu qui va nous en parler, un de ces 4. Élu ou pas élu d'ailleurs, une personnalité politique. Je pense que ce sera quelqu'un d'extrême droite. Je peux pas en dire plus. Je peux pas me mouiller davantage, mais à mon avis, on va avoir quelqu'un d'extrême droite qui va débouler, qui va nous dire, prenons exemple sur nos amis anglais. Ouais, je sais pas pourquoi. On va en reparler. On va en reparler, les amis, vous inquiétez pas, de ce sujet-là. Les copains, je vais raccrocher les wagons pour ce soir 17h51. On a une belle semaine qui arrive, donc faut pas commencer trop fort. Attention au risque de claquage, évidemment. Donc, on a une belle semaine. Pourquoi? J'explique. Parce que, farce tranquille, mercredi. Vendredi, nouvelle vidéo, je vous dis, sur le bouquin là, dont je vais vous parler. Et dimanche, sketch inédit. Sur la chaîne YouTube Juste Milieu, sketch inédit du spectacle Zinzin. La date au Mans qui se rapproche, c'est le 9 octobre. Le 9 octobre au Mans, vous le savez, après le 17 octobre à Metz, 18 à Strasbourg, pour se fendre la gueule ensemble, les amis. On se retrouve demain dans le Juste Bistrot, 16h45 comme d'habitude. Même heure, même endroit. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et à demain. Vive la rigolade et vive la France. I could time kissy at my at the car is a server bay. I can't escape, it's in our blood.